Donc, en 2024, l'indicateur conjoncturel de fécondité en France est tombé à 1,62. Ouais, c'est un record absolu à la baisse. C'est ça, un niveau totalement inédit. Enfin, on n'avait pas vu ça depuis la fin de la Première Guerre mondiale, quoi. Exactement. Et souvent, face à ce genre de stats, la réaction immédiate, c'est de regarder ça sous un angle purement sociologique. On se dit que les priorités des jeunes changent, que l'inflation joue un rôle, ou que c'est juste un choix de vie, en fait. Sauf que, en analysant les sources qu'on a rassemblées pour notre exploration d'aujourd'hui, il y a une vérité beaucoup plus vertigineuse qui ressort. Ah oui, complètement. Ce chiffre, c'est pas juste un reflet de notre société. C'est peut-être le plus grand signal d'alarme biologique de notre époque. C'est clair que les données épidémiologiques récentes, surtout quand on les croise avec la littérature clinique en endocrinologie, elles nous obligent à changer de paradigme. Ouais, La fertilité, pendant super longtemps, on a vu ça juste comme un outil pour faire des bébés. Un interrupteur binaire, genre soit tu peux concevoir, soit tu peux pas. un bouton on-off, quoi. Voilà. Or, la science nous prouve aujourd'hui que notre capacité reproductive, c'est en fait l'un des indicateurs les plus sensibles et les plus précis de notre santé globale. Je veux dire de notre santé métabolique et cellulaire. Et c'est exactement l'objectif de notre analyse aujourd'hui. On va décoder cette mécanique hyper intime, on va prendre ces données françaises de la période 2024-2026 et les croiser avec les analyses des spécialistes. Le but, c'est vraiment de briser les mythes sur l'horloge biologique, de comprendre ce qui se passe dans nos cellules et d'en tirer des stratégies concrètes. Ouais, parce que c'est bien beau de parler de cellules, mais il faut d'abord réaliser l'ampleur du truc. En France, on a un couple sur 8 qui consulte pour des difficultés à concevoir. Attends, 1 sur 8, ça représente combien de personnes, ça? Ça fait environ 3,3 millions de personnes directement touchées. C'est énorme. C'est massif. Et ce volume-là, il révèle une tendance lourde qu'on appelle souvent en clinique la règle des 4-25%. Alors ça, c'est hyper intéressant, tu peux détailler. Bien sûr, sur tous ces cas d'infertilité, tu as 25% qui sont d'origine strictement féminine, ensuite 25% d'origine strictement masculine. Déjà ça casse un mythe. Absolument. Ensuite, tu as 25% qui sont de nature mixte, donc une combinaison de facteurs chez les deux partenaires. Et les 25% restants, ils sont classés comme totalement inexpliqués par la médecine standard. Et c'est là que tout le récit dominant s'effondre, en fait. Parce que la société a toujours fait porter tout le poids de l'infertilité sur l'âge de la femme. Oui, surtout qu'en France, l'âge moyen maternel au premier enfant est passé à 31,2 ans, donc on pointe vite ça du doigt. Sauf que, si on regarde ces pourcentages, 25% masculin, 25% inexpliqué, plus la part mixte, ça ressemble plus du tout à un simple vieillissement individuel. C'est un problème d'écosystème. Si je prends l'analogie d'une forêt immense, si d'un coup la moitié des arbres peinent à bourgeonner, toute espèce confondue, on va pas juste dire que c'est la faute d'une seule espèce d'arbre qui vieillit. Non, c'est sûr. On va plutôt analyser le sol, la qualité de l'eau, la toxicité de l'air. Du coup, est-ce que ces données prouvent pas qu'il s'agit plutôt d'un stress systémique environnemental? L'analogie de la forêt est parfaite. Analyser le sol de cette forêt, c'est exactement ce que font les chercheurs avec le terrain métabolique humain en ce moment. Les cliniciens se rendent compte que l'infertilité, c'est très souvent le premier symptôme d'un dysfonctionnement caché, genre une inflammation chronique silencieuse ou un début de résistance à l'insuline. Ah oui, donc l'incapacité à concevoir, c'est un peu un prédicteur de risques futurs, comme des maladies cardiovasculaires ou des AVC. Exactement. Il faut arrêter de voir le système reproducteur comme un truc isolé dans son coin. D'ailleurs, j'ai vu dans les sources que la résistance à l'insuline, par exemple, ça altère carrément la communication hormonale entre le cerveau et les ovaires. Ouais, le mécanisme est redoutablement direct. L'insuline en excès dans le sang, elle vient surstimuler les récepteurs des ovaires. Du coup, ça dérègle toute la production d'hormones et ça bloque la maturation normale des follicules. C'est fou. Si on prend la réserve ovarienne, on peut l'imaginer comme un grand coffre-fort où les ovules sont stockés depuis la naissance. Mais attention, ce coffre-fort, il n'est pas du tout hermétique. L'ovule, c'est la plus grande cellule de tout le corps humain. Ouais. Et c'est celle qui contient le plus de mitochondries, tu sais, nos petites usines à énergie. Donc, cette cellule géante, elle passe sa vie à absorber le stress métabolique, les toxines, l'inflammation. Sa qualité à la fin, c'est juste le reflet de notre usure systémique. Ce qui nous amène à repenser totalement notre façon de lire les signaux de notre corps. Je pense notamment au suivi du cycle menstruel. L'endocrinologie moderne est super claire là-dessus. Avoir des saignements réguliers, ça ne veut pas dire que le moteur tourne bien. Non, parce que le saignement, c'est juste la fin de l'histoire. Ce qui compte vraiment, c'est la dynamique de l'ovulation. Le cycle se divise en deux grosses phases. Et la deuxième, la phase lutéale, elle est cruciale. Celle juste après l'ovulation? C'est ça.
Une fois que l'ovule est libéré, le follicule qui est maintenant vide se transforme en une petite glande temporaire qu'on appelle le corps jaune. Et c'est ce corps jaune qui fabrique la progestérone, l'hormone indispensable pour maintenir la muqueuse de l'utérus et permettre à un embryon de s'implanter. Et justement, la durée de cette production de progestérone, c'est un indicateur clé. Dans les sources, on voit qu'une phase lutéale courte, donc moins de 11 jours entre l'ovulation et les règles suivantes, c'est un énorme signal d'alarme. Un signal très précoce, oui. Souvent, ça apparaît des années avant que le cycle ne devienne vraiment irrégulier. Si le corps jaune se dégrade trop vite, paf, la progestérone chute trop tôt. La muqueuse se détache alors qu'un embryon n'aurait même pas eu le temps de s'implanter. Et ça indique quoi sur la santé globale? Ça indique souvent que l'ovulation en elle-même était de mauvaise qualité, généralement à cause d'un stress physiologique, d'une carence ou d'un souci de thyroïde. L'image qui me vient, c'est vraiment le fameux voyant vérifier le moteur sur le tableau de bord d'une voiture. La reproduction, ça demande une énergie colossale au corps. S'il y a un stress, une inflammation ou juste un gros manque de sommeil, le corps va faire un triage. Et comme la reproduction, c'est le seul système qui n'est pas essentiel à notre survie immédiate, Le cerveau débranche le circuit. exactement, il coupe le courant pour économiser l'énergie. Et le clignotant s'allume avec cette phase lutéale toute courte. La survie passera toujours avant la procréation. L'axe entre le cerveau et les ovaires surveille l'environnement en permanence. S'il capte une menace, il réduit la voilure. Mais du coup, ça met en lumière une contradiction dingue dans la médecine actuelle. Si notre fertilité, c'est notre principal voyant d'alarme, pourquoi est-ce qu'on attend la panne complète pour soulever le capot? C'est une frustration énorme chez les cliniciens. Le système médical tel qu'il est fait aujourd'hui repose sur une obligation d'échec. En France, les recommandations imposent souvent d'essayer sans succès pendant 1 an entier avant d'avoir le droit à des examens. C'est fou. Après 35 ans, c'est réduit à 6 mois, mais l'attente reste la norme. Et le pire, c'est qu'il faut parfois enchaîner plusieurs fausses couches avant qu'un médecin n'accepte de prescrire un bilan sanguin un peu poussé ou de vérifier la génétique. C'est vraiment de la médecine réactive, pas du tout préventive. Absolument. D'ailleurs, parlons d'un test spécifique mentionné dans les dossiers, le test AMH, l'hormone antimularienne. Il y a tellement de confusion là-dessus. Moi, la première, je pensais que ce test te disait « boum ». T'es fertile ou t'es pas fertile. Ça te dit combien de carburant il te reste avant la panne sèche de la ménopause, mais ça dit pas si l'essence est frelatée. Le vrai souci, c'est que la médecine refuse souvent qu'on regarde cette jauge en avance sous prétexte qu'on n'essaye pas encore d'avoir un enfant. Ce qui est une perte d'autonomie médicale grave pour les patients. Une AMH très basse chez une personne jeune, c'est pas juste un problème pour faire un bébé plus tard. C'est une alerte clinique. Ça peut révéler une endométriose cachée, une maladie auto-immune ou une insuffisance ovarienne qui nécessite des soins tout de suite. Et cette perte d'autonomie, elle frappe les hommes aussi violemment, surtout à cause de ce mythe persistant qui dit que s'il y a éjaculat, il y a forcément des spermatozoïdes. L'azoospermie, donc l'absence totale de spermatozoïdes, ça détruit des couples. Ils s'épuisent pendant cette fameuse année d'attente pour découvrir à la fin que le réservoir était vide depuis le début. Et même quand il y en a, les sources montrent que le spermogramme classique est complètement dépassé. J'ai lu qu'il se contente de compter les cellules et de voir si elles nagent droit, mais qu'il ignore l'intérieur de la cellule. C'est tout à fait ça. Le spermogramme standard ne mesure pas la fragmentation de l'ADN spermatique. Un spermatozoïde peut avoir une belle tête, nager super vite, mais transporter un code génétique tellement abîmé par le stress oxydatif qu'il provoquera forcément une fausse couche. Du coup, face à ce système hyper lent, de plus en plus de gens se tournent vers les kits de test à domicile envoyés par la poste, non? Oui, ces dispositifs certifiés permettent d'avoir des données fiables rapidement, sans attendre le feu vert d'un système engorgé. Obtenir la donnée, c'est bien la première étape. Mais une fois qu'on a lu la jauge et analysé la machine, comment on optimise tout ça? Comment on améliore cette qualité cellulaire? C'est là qu'on entre dans la phase du trimestre 0. Le trimestre 0, c'est la fenêtre de maturation finale des cellules avant la conception. Les ovules, même s'ils sont là depuis la naissance, font une maturation de 60 à 90 jours avant d'être libérés. Et pour les spermatozoïdes, le cycle de création complet prend environ 70 jours. C'est vraiment la fenêtre de vulnérabilité maximale. Tout ce qu'on mange, notre stress, les toxines qu'on respire pendant ces 3 mois, ça modifie physiquement l'ADN et les mitochondries du futur embryon. C'est de l'épigénétique pure. L'environnement modifie l'expression de nos gènes.
Et d'ailleurs, comprendre cette maturation ovarienne, ça permet de tordre le cou à une grosse peur sur la congélation d'ovules. Ah oui, cette idée que la stimulation hormonale pour les filles viderait le compte en banque ovarien et avancerait la ménopause. C'est physiologiquement impossible. Chaque mois, le corps prépare une cohorte entière de dizaines de follicules. Naturellement, un seul devient dominant et ovule. Tous les autres meurent et sont résorbés. C'est l'apoptose. D'accord? Les médicaments de stimulation, ils ne font qu'empêcher cette mort programmée pour ce mois précis. Ils sauvent les ovules qui, de toute façon, allaient finir à la poubelle ce mois-là. Le stock des années futures, il bouge pas. C'est super rassurant de savoir ça. Mais revenons à cette qualité cellulaire pendant le trimestre 0 et surtout au problème de l'inflammation. Si on prend l'endométriose, ça touche 10% des femmes en France. Ça crée une inflammation chronique qui bousille la qualité des ovules. Donc la logique voudrait qu'on éteigne le feu à tout prix, non? Genre, on devrait tous prendre de l'ibuprofène en continu et prendre des bains de glace pour protéger nos cellules? Et c'est là qu'on tombe dans le paradoxe le plus dangereux de la fertilité. L'inflammation chronique, oui, c'est toxique. Mais l'acte physique de l'ovulation, il a un besoin vital d'une inflammation aiguë. Attends, pourquoi on aurait besoin d'une inflammation pour libérer un ovule? Parce que pour sortir, la paroi du follicule sur l'ovaire doit littéralement se déchirer. Et cette déchirure, elle est déclenchée par un pic de prostaglandine, des molécules inflammatoires. Si tu prends des anti-inflammatoires comme l'ibuprofène autour de ton ovulation, tu bloques ces enzymes. Donc l'ovule reste coincé. Exactement. L'ovule reste piégé dans le follicule qui ne se rompt pas. C'est le syndrome du follicule non rompu lutéinisé. Ah ouais, donc le cycle continue, on a ses règles à l'heure, on croit que tout va bien, mais en fait, aucun ovule n'est sorti. C'est l'enfer de vouloir trop optimiser. C'est pour ça que les bains de glace sont fortement déconseillés quand on essaye de concevoir. Le but, c'est de calmer l'inflammation globale sans souffler sur l'étincelle inflammatoire nécessaire à l'ovulation. Du coup, c'est quoi les vrais coupables de cette inflammation chronique? Dans les sources, on parle énormément des toxines, et en particulier des plastiques. Les plastiques, c'est accablant. Les microplastiques migrent et s'accumulent physiquement dans les ovaires et les testicules. Et leurs composants, comme le bisphénol A, ce sont de puissants perturbateurs endocriniens. J'ai lu qu'ils ont presque la même structure physique que l'œstrogène, c'est ça? Tout à fait. Ils imitent l'œstrogène, s'accrochent à nos récepteurs et bloquent les vrais signaux. En clinique, des taux élevés de ces toxines dans le sang sont directement corrélés à des fausses couches et des échecs de FIV. Le Tupperware en plastique au micro-ondes qui altère littéralement notre division cellulaire, c'est effrayant. Et les substances récréatives, ça aggrave ce stress oxydatif. La nicotine, par exemple, ça réduit l'afflux sanguin vers les ovaires. D'ailleurs, les données pointent une explosion de l'utilisation des petits sachets de nicotine oraux. Les sources sociologiques associent d'ailleurs la hausse de l'usage de ces sachets à certains groupes politiques. Mais bref, biologiquement parlant, c'est quoi le mécanisme de cette diffusion par la gencive ? Qu'elle soit fumée ou absorbée par les muqueuses à haute dose via ces sachets, la nicotine est une catastrophe pour les gamètes. Elle crée un stress oxydatif qui accélère la mort des follicules chez la femme, et chez l'homme, ça fait s'effondrer la concentration des spermatozoïdes. Et le cannabis dans tout ça ? Parce que les études disent que le THC agit à un niveau structurel super profond. Le THC s'attaque au moment où l'ADN doit s'enrouler très compactement dans la tête du spermatozoïde. Ça se fait à tour de protéines appelées protamines. Le cannabis empêche cette compactation, l'ADN devient lâche, il se fragmente. Même si ce spermatozoïde arrive à féconder un ovule, le code est tellement cassé qu'un embryon viable est impossible. Ce qui nous ramène direct à l'horloge biologique masculine. C'est fou comme on a longtemps cru que les hommes pouvaient procréer à tout âge sans aucune conséquence. La spermatogénèse, c'est de la division cellulaire non-stop toute la vie. Et chaque division a un petit risque d'erreur de copie de l'ADN. Passé 50 ans, le nombre de divisions accumulées est gigantesque et le système de réparation fatigue. Et c'est là qu'apparaissent les mutations de novo. C'est ça. Des mutations génétiques qui n'existaient pas chez le père, mais qui expliquent la hausse prouvée des risques d'autisme ou de certaines formes de nanisme chez les enfants de pères plus âgés. Bon, face à toute cette usure, l'âge, les toxines, les plastiques, les sources parlent de boucliers moléculaires pour aider le corps pendant le trimestre 0. La coenzyme Q10 revient tout le temps. Comment ça marche concrètement ? La CoQ10 est fondamentale pour fabriquer l'énergie cellulaire, l'ATP, dans nos mitochondries. Quand un ovule est fécondé, il doit séparer et expulser la moitié de ses chromosomes. Ça demande une énergie monumentale. Si la cellule manque de CoQ10, elle n'a pas la force de séparer les chromosomes correctement et ça crée des anomalies génétiques.
La supplémentation vient juste regonfler ces réserves. D'accord. Mais il faut faire super attention avec les suppléments. Il y a une mise en garde critique dans les documents sur la biotine, la vitamine B8. On en trouve partout dans les trucs pour les cheveux et les ongles. On pourrait se dire que c'est inoffensif, mais en fait, ça fausse carrément nos analyses de sang. Ouais, c'est dingue. La biotine en soi n'est pas toxique, mais elle interagit avec la technologie des labos. Les machines qui dosent nos hormones, comme la thyroïde, utilisent un système de capture à base de streptavidine et de biotine. Du coup, si ton sang est déjà gavé de biotine artificielle à cause de ton complément pour les cheveux, La machine est aveuglée, ses capteurs sont saturés par ta propre biotine, les résultats sortent complètement faux, on a des patients qui reçoivent des diagnostics de maladies graves de la thyroïde, avec des traitements lourds, juste parce qu'ils n'ont pas arrêté leur supplément capillaire quelques jours avant la prise de sang. c'est l'erreur mécanique pure, mais avec des conséquences cliniques terribles, quoi. Exactement. Et ça illustre parfaitement pourquoi il faut une compréhension globale. La biologie, c'est pas des pièces détachées. En synthétisant tout ça, le constat est limpide. La fertilité, c'est pas juste faire des bébés. C'est notre bulletin de santé métabolique le plus transparent. Analyser sa phase lutéale, demander un test AMH préventif, vérifier l'ADN spermatique ou virer les perturbateurs endocriniens, c'est littéralement écouter le moteur avant qu'il ne s'arrête. Invitation à reprendre le contrôle de nos données biologiques et à arrêter d'attendre la panne pour investiguer. Mais pour clore cette exploration, j'aimerais qu'on élargisse une dernière fois la vue. Si la reproduction, c'est le système que notre corps sacrifie en premier face à un stress environnemental ou toxique, qu'est-ce que ce taux de 1,62 enfants par femme, ce record historique à la baisse, nous dit vraiment? Si notre biologie éteint d'elle-même la fonction reproductive face à un environnement perçu comme hostile, cette chute, c'est pas juste une question d'économie ou de politique. Ça pose une vraie question. Est-ce qu'on n'est pas simplement en train de regarder le voyant, vérifier le moteur de l'humanité tout entière, clignoter au rouge?